RMC, After Italy, Jérôme Sillon. Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Italy. Vous nous écoutez, vous nous regardez sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Vous le savez, chaque semaine dans l'After Italy, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football italien avec notre drôle de dame italienne, Johan Crochet. Ciao Johan. Salut Jérôme, ciao à tutti. Et avec Loïc Moreau, salut Lolo. Salut Jérôme, salut tout le monde. Messieurs, After Italy spécial finale de la Ligue des Champions entre l'Inter et le PSG, avec 3 petites histoires qui vont nourrir la grande, qui vont nourrir cette affiche. Pourquoi Donnarumma aurait dû débuter à l'Inter et pas au Milan ? Pourquoi Francesco Acerbi, le héros de la demi-finale Inter-Barça, est un miraculé ? Et pourquoi Achraf Hakimi a peut-être réalisé sa meilleure saison quand il portait le maillot interiste ? Pour tout savoir, restez avec nous, c'est l'After Italy. Nous sommes donc à l'été 2013 et avant de quitter son petit club de l'AS Napoli pour l'AC Milan, Gigio Donnarumma aurait pu s'engager à l'Inter, un club qu'il appréciait. En témoigne cette photo d'enfance où on le voit avec le deuxième en partant de la gauche avec ce maillot de l'Inter. Johan, pourquoi finalement Gigio Donnarumma n'a pas enfilé le maillot Nerazzurro ? Ce qui est intéressant, c'est que tout était fait entre l'Inter et les parents de Gigio Donnarumma. L'inscription à l'école à Milan avait été faite, la visite de l'académie à Milan avait été faite, l'accord avait été trouvé notamment avec le père de Donnarumma. Les dirigeants de l'Inter étaient donc hyper contents et hyper optimistes pour finaliser tout ça. Et puis est arrivé dans la danse le fameux Mino Raiola. Et quand Mino Raiola arrive dans un deal, généralement, c'est comme la boule de bowling dans un jeu de quilles, ça fait valser un peu tout. Et Mino Raiola, qui représentait déjà son grand frère, Antonio Donnarumma, qui était déjà à l'académie de Milan, et ben il s'est dit j'ai déjà un frangin dans l'autre club de Milan, donc pourquoi je mettrais pas le petit frère qui est encore plus talentueux ? Et donc il a fait en sorte de faire changer d'avis les parents de Donnarumma, clairement, pour passer d'un côté de Milan à l'autre côté de Milan et donc de rejoindre Antonio à l'AC Milan. Regret pour l'interiste que tu es de ne pas avoir eu Gigio Donnarumma à l'époque, Lolo ? Ouais, alors oui et non, c'est-à-dire que oui, parce que quand Donnarumma commence à exploser un petit peu sur la scène nationale, c'est vrai que il démarre jeune. Ouais, il démarre très jeune, à 16 ans, un peu plus de 16 ans, si je dis pas de bêtises, et effectivement, voilà, il représentait un peu tous les espoirs de l'Italie, et des espoirs qu'il a quand même aussi atteints, puisqu'on rappelle qu'il est champion d'Europe, c'est pas rien. Et ça correspondait à l'Inter à un moment où voilà, le gardien de l'Inter, c'était Samir Handanovic, qui a eu du très bon et du très moyen, et c'est vrai que fut un temps dans les confrontations directes, on voyait bien que Donnarumma, il avait l'avenir devant lui, alors que l'Inter avait un gardien plutôt déclinant. Après, sur la suite, sur le profil de Donnarumma, disons que voilà, c'est un profil un petit peu à l'ancienne. On sait qu'il est excellentissime sur sa ligne, beaucoup moins avec son jeu de pied. Donc disons que l'Inter a eu par la suite des gardiens qui étaient un peu plus complets à ce niveau-là, notamment Onana et puis après Yann Sommer. Donc regret pas trop, même si bon, t'aimes jamais quand un mec qui est censé signer chez toi signe chez le rival. Mais bon, c'était pas la Juve, donc ça va, quoi. Il y a quelques semaines de cela. Vas-y, Yo. Mais Jérôme, il y en a 1000 des histoires comme ça de jeunes qui passent d'un club à l'autre au dernier moment où et en réalité, ce que disait Loïc, c'est que quand il émerge, c'est les grandes années d'Handanovic, où il est très très bon lui aussi, où d'ailleurs il a un profil lui aussi un peu à l'ancienne, c'est très très Clairement, bon sur sa ligne, c'est le jeu au pied un peu défaillant, très bon sur penalty, comme d'ailleurs Donnarumma également, donc c'est un peu la spécialité des deux gardiens. Et comme le disait Loïc, derrière tu prends des Onana, tu vas chercher des Yann Sommer. C'est difficile d'avoir des regrets quand tu as eu une succession de gardiens aussi importants qui ont ramené des titres, qui ont été importants sur la scène européenne également, notamment pour Onana et pour Yann Sommer. Donc il n'y a pas vraiment de regrets à avoir. Et puis finalement, quel regret tu peux avoir ? Tu avais tout fait pour le finaliser. Si tu as l'agent qui arrive et qui décide de faire capoter le deal parce que pour ses intérêts personnels, c'est plus intéressant d'aller à Milan, tu peux pas avoir de regrets. Tu avais fait le job. Les dirigeants du Milan, ils avaient clairement fait le job pour faire signer Donnarumma.
Et l'histoire n'est peut-être pas terminée parce qu'il y a de cela quelques semaines, la presse italienne avait laissé entendre que l'Inter serait intéressé pour signer Gigio Donnarumma, qui est en fin de contrat en 2026 avec le Paris Saint-Germain et qui est en négociation pour prolonger, mais pour l'instant ça n'a pas abouti. Regardez ce que disait Piero Ausilio, le directeur sportif de l'Inter, le 22 février dernier chez nos confrères de Sport Mediaset. Bien sûr que Gigio est un nom intéressant, mais je dois être réaliste. Nous avons 2 excellents gardiens. Martinez a un long contrat. Nous avons une option pour prolonger celui de Sommer, et je ne pense pas que le PSG le laissera filer. Alors, avant de voir si des négociations seront un jour entamées et de voir si Donnarumma pourra un jour signer à l'Inter, est-ce que déjà Donnarumma c'est meilleur ou pas que Yann Sommer cette saison en Champions League en tout cas? Alors, si on regarde sur l'entièreté du tournoi, clairement pas. Hein. Effectivement, on sait que, un peu à l'image du PSG en Champions, du moins sur la première partie de la Champions, c'était un petit peu compliqué. Hein. En termes d'arrêts par match, il est inférieur donc à Yann Sommer avec 2,3 arrêts par match contre 3,6 pour le Suisse, mais surtout en pourcentage de tirs arrêtés, 70% pour Gigio, 83% pour Sommer. Si on prend en compte les expected goals par rapport à la qualité des tirs qu'ils ont subis, Sommer a évité 5 buts à son équipe contre 2 pour Donnarumma, et un pourcentage de clean sheets qui implique aussi l'entièreté de l'équipe et principalement la défense. Sommer est à 38% et Donnarumma à 14%. Donc effectivement... Après, si on regarde de plus près sur la phase finale, la phase élimination directe, là, on se rend compte quand même que Donnarumma est plus performant qu'Yann Sommer. Effectivement, ouais, sur les derniers... Mais c'est marrant parce que effectivement, c'est un peu le sentiment qu'il y a eu aussi sur les derniers matchs du Paris Saint-Germain, et on voit que Donnarumma, sur ses matchs en phase d'élimination directe, a encaissé moins d'un but par match, alors que Sommer, malgré les exploits qu'il a fait notamment lors de la double confrontation face au Barça, c'est 2 buts encaissés par match en moyenne. Pourcentage d'arrêt qui est assez similaire, 77 pour Donnarumma, 73 pour Yann Sommer, et but évité, là aussi Donnarumma quasiment 3 buts évités. On l'a vu qu'il a vraiment été décisif pour le coup face à Villa, face à Arsenal aussi, et c'est vrai que c'est marrant parce qu'il a été très critiqué quand même, Donnarumma. Il y a encore peu de temps, les supporters disaient avec un gardien comme ça on pourra jamais gagner la Champions, comme quoi les mémoires sont courtes en Champions, alors que Sommer, lui, il a toujours été plutôt, on va dire, régulier, même si, pareil, l'Inter surperformait pendant la première phase. On rappelle qu'ils avaient encaissé un seul but. C'était un petit peu miraculeux par rapport au scénario des matchs. Donnarumma a donc retourné l'opinion. Johan, c'est une possibilité vraiment de voir Gigio Donnarumma signer un jour à l'Inter ? Alors, un jour à l'Inter, je pense que oui. Cet été, ça me paraît très improbable parce que ça aurait pu les motiver à bouger si Yann Sommer avait sous-performé en Ligue des Champions, où il se serait dit peut-être qu'avec l'âge de Yann Sommer, peut-être qu'il faut qu'on parte sur un autre gardien, et donc à ce moment-là, un petit investissement peut être fait sur une dernière année de contrat de Donnarumma avec Paris. La réalité, c'est que Yann Sommer a été bon tout au long de la Ligue des Champions, et il n'y a pas vraiment d'intérêt aujourd'hui à changer. Et puis en plus, son remplaçant Martinez, ce que disait Ausilio, Martinez, à chaque fois qu'il a joué en championnat, il a été bon aussi. Il a fait des grands matchs, notamment récemment. Donc je vois pas l'intérêt d'aller sur ce poste de dépense-là, alors que t'as d'autres secteurs qu'il faudrait renforcer cet été. Par contre, si Donnarumma ne parvient pas à trouver un accord avec Paris pour prolonger son contrat, parce qu'il arrivera dans sa dernière année de contrat, là tu peux imaginer qu'avec un an de plus de Yann Sommer, tu peux imaginer que l'Inter sera en recherche d'un gardien plus jeune, d'un gardien assez safe et assez qui lui permettrait en tout cas de maintenir stable, de maintenir le niveau de performance du club. Et à ce moment-là, ça sera aussi des dépenses moins grandes. On sait qu'en Italie aujourd'hui, faire des lourds investissements en matière de transfert, je parle pas de salaire c'est encore à peu près possible, mais en matière de transfert, c'est quasiment impossible. Donc en 2026, pourquoi pas, en 2025, j'y crois pas une seconde. En tout cas, petit clin d'œil de l'histoire, Sommer et Donnarumma ont un point commun, c'est l'entraîneur des gardiens actuels de l'Inter. Ouais, exactement, Gianluca Spinelli, qui est en fait une sorte de référence. Effectivement, il a été au Paris Saint-Germain notamment pour entraîner Gianluigi Buffon, si je dis pas de bêtises. Et il est très très proche de Donnarumma. Je crois que il s'appelle à peu près tous les jours. Effectivement, et on voit sur les images, il a des méthodes bien à lui pour entraîner ses gardiens. En l'occurrence, Yann Sommer. Là, il lui fait des smatchs avec une raquette de tennis que Sommer doit détourner.
Et c'est vrai que voilà, il connaît très bien. C'est un avantage aussi pour l'Inter. Ça, c'est peut-être pas négligeable, c'est qu'il connaît très bien Donnarumma et il entraîne Yann Sommer. Donc dans une finale, voilà, c'est un entraîneur des gardiens qui est très très coté et qui connaît les points forts et les points faibles des deux gardiens en question. Dernière question sur la petite histoire, Jérôme. Juste pour la petite histoire, on parlait des méthodes de Spinelli avec la raquette. Yann Sommer est habitué à ça parce que l'entraîneur des gardiens de la Nati, Patrick Folletti, est ce qu'on appelle un savant fou quelque part. C'est le surnom que lui donne la presse suisse parce que notamment avec Yann Sommer, il a beaucoup utilisé des lunettes à fréquence pour que ça obstrue sa vue à certains moments sur des occasions, pour que ça l'oblige un peu à perdre des repères, à en trouver d'autres, à sentir un peu en tout cas à regarder différemment l'action se dérouler. Et Folletti déconstruit un peu les différentes phases de jeu avec des actions très précises qui forment une phase de jeu pour vraiment les entraîner à toutes les situations en match. Il y a eu des boucliers en métal qui ont été aussi utilisés. Il y a des statues un peu gonflables qui sont utilisées aussi pour détourner aussi des ballons, des frappes, etc. Donc Yann Sommer, je pense aussi qu'il est demandeur de ce type de méthode-là. Qu'est-ce qu'on dit, dernière question sur Donnarumma, Yo, qu'est-ce qu'on dit en Italie de Gigio? Est-ce que c'est un peu cette finale, l'Inter contre Donnarumma? Et qu'est-ce qu'on dit des performances du gardien et capitaine de la sélection nationale? Ce qui est marrant, c'est qu'après chaque match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, vous aviez un article tout de suite après sur les excellentes performances de Donnarumma, alors notamment sur la phase finale, un peu moins sur la phase de classement. On a bien senti qu'il avait été le monsieur plus quelque part du Paris Saint-Germain sur la phase d'élimination pour le moment. Ça remplit d'orgueil, de fierté les Italiens parce qu'on sait qu'à l'étranger, Donnarumma a été beaucoup décrié à certains moments de sa carrière. Et de voir des joueurs italiens à l'étranger, il n'y en a pas tant que ça, être aussi performant et être performant dans la grande compétition européenne, pour les Italiens, ils en retirent une fierté, c'est assez logique parce que c'est aussi le gardien de la nationale. Alors une autre histoire en tout cas de cette finale entre le PSG et l'Inter, elle concerne un homme, auteur de l'égalisation providentielle, celle qui a permis à l'Inter d'accrocher la prolongation face au Barça en demi-finale retour de la Champions League. C'est Francesco Acerbi, 37 ans. Il n'avait jamais marqué en 36 matchs de Ligue des Champions et il s'est retrouvé là pour égaliser à quelques secondes de la fin du temps réglementaire. On voit cette photo où il explose complètement de joie. C'est quand même hallucinant. Et Johan Acerbi, c'est un peu un miraculé. Il a vécu plusieurs vies déjà, il a un parcours très cabossé d'abord de joueur. 10 vies en une vie, aussi bien sur le terrain que hors terrain, entre des problèmes de santé, des problèmes familiaux, des dépressions, l'alcool, sur sa carrière de joueur, des transferts où on lui faisait confiance, ou en tout cas on lui faisait croire qu'on avait confiance en lui, et il était transféré et il jouait pas, et il partait en prêt, et parfois ça marchait, et parfois ça marchait pas, et c'était en série B, et c'était en série A. C'est un parcours très irrégulier avec beaucoup de montagnes russes pour lui, des moments de difficulté, des moments de renaissance, des moments où il a totalement plongé. Et c'est vrai que de le voir aujourd'hui à 37 ans, titulaire d'un club qui parvient à aller en Ligue des Champions et décisif en plus dans l'un des matchs qui va rester comme l'un des plus grands matchs de l'histoire de la Ligue des Champions, c'est clair que l'histoire elle est belle et elle sera encore plus belle si il parvient à soulever la coupe aux grandes oreilles d'ici une dizaine de jours. Son parcours donc a été émaillé également par des drames familiaux, notamment le décès de son papa. Et à cette époque-là, il raconte donc qu'il tombe dans l'alcool. Et dans une interview à Ultimo Uomo en février 2020, il dit « Je ne me respectais pas, je ne respectais pas mon travail, ni ceux qui me payaient. J'arrivais souvent ivre à l'entraînement. » Ça, c'est notamment quand il était au Milan. Et puis, dans la foulée, 1 an après, on lui détecte un cancer des testicules. Il est opéré en urgence. Il y aura même une rechute avant la rémission. Et il dit quand même « Le cancer a été ma chance. Sans la maladie, j'aurais fini par jouer en série B. Sans elle, tout aurait très mal tourné. Personne ne m'aurait sauvé. » C'est quand même une histoire complètement folle, Lolo, et c'est un parcours de vie assez dingue que celui de Francesco Acerbi. Ouais, et puis c'est sa capacité, Yo le disait, en fait, à renaître en fait de ces situations qui étaient très compliquées. On parle quand même d'une maladie très grave dont certaines personnes ne survivent pas. Lui, non seulement il a réussi à survivre, mais ça lui a fait
un déclic en fait psychologiquement, c'est-à-dire qu'à partir de là, il s'est rendu compte de la valeur qu'avait la vie, au-delà de la vie du fait d'être footballeur professionnel, mais de la chance qu'il avait aussi d'être bien entouré, parce que mine de rien, voilà, il peut compter aussi sur une famille aimante, sur des amis qui l'entourent, et d'avoir un métier que beaucoup lui envient. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il a commencé vraiment à s'imposer en fait comme un véritable défenseur de Serie A, notamment à Sassuolo d'abord, puis ensuite à la Lazio où il a rencontré Simone Inzaghi. Et c'est vrai, quand il arrive à l'Inter, on se dit bon, il arrive parce que c'est Simone Inzaghi, il le ramène comme ça, machin. Mais c'est au-delà de l'histoire de vie qu'il a, c'est un défenseur de grande qualité, qui a beaucoup de capacités, qui est extrêmement sous-coté. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il a pas vraiment l'allure, c'est pas un Golgoth, hein. Regarde, quand il a enlevé son maillot, bon, il est quand même costaud, hein. Ouais, parce qu'il est grand, mais sinon, bon, c'est pas, tu vois, tu t'imagines des mecs ultra stokos et tout. Bon, lui, voilà, il a un peu un corps, regarde, tu vois, il est un peu bizarre avec ses tatouages partout. Mais mine de rien, ça reste un super footballeur. Et puis surtout, cette mentalité, genre, revient au but qu'il marque contre Barcelone. C'est pas vraiment un hasard, parce que tu dis, attends, le mec, il se retrouve à la 93e à marquer un but attaquant poste qu'il occupait avant de. Parce que c'est un sacré but. Voilà, c'est un attaquant de formation. Mais pourquoi il fait ça ? Pourquoi ? Parce que Inigo Martinez du Barça lui crache dessus pendant la rencontre. Ça a été capturé par des vidéos sur Internet. Parce que après le troisième but, le but de Rafinha, Pedri arrive et lui fait vient le chambrer. Et tu fais pas ça, Cherby, surtout pas. Déjà, aux défenseurs italiens, en général, faut pas trop s'y frotter. On se rappelle de Marco Materazzi, mais avec un mec comme Acerbi, faut pas faire ça. Et la preuve, tu le retrouves après à la dernière seconde devant parce qu'il a rien à perdre. Donc cette mentalité, c'est ce qui fait aussi sa force, mais il faut pas non plus le résumer qu'à ça. Ça reste un très bon footballeur qui est certes vieillissant. Et d'ailleurs, on parle de lui en Italie pour potentiellement être appelé par Luciano Spalletti pour les prochaines échéances en sélection. Donc c'est pas rien. Tu parlais de ses performances sur le terrain. Tu as regardé parmi les joueurs de l'Inter cette saison en Serie A, c'est l'Interiste qui a remporté le plus de duels, 68%. C'est également celui qui a contré le plus de tirs, 0,8 tirs contrés par match. Et puis, c'est le numéro 1 également au niveau des interceptions, 1,5 interceptions par match. Il s'est promis de rien regretter après toutes ces épreuves. Johan, il a remporté l'Euro 2021. C'est déjà sa deuxième finale de Champions League, donc avec le maillot de l'Inter. C'est vraiment le taulier de la défense. Ouais, et puis moi, ce qui me plaît, c'est que c'est l'un des derniers défenseurs italiens rugueux qui adore défendre, qui aime vraiment ça, qui avant même de construire le jeu, et on sait que c'est important chez Simone Inzaghi, le dépassement de fonction, l'occupation de différents postes, de différentes zones, de différents espaces, quelle que soit ta position sur le terrain. Mais lui, il est toujours concentré, dur sur l'homme, précis sur le marquage, précis sur l'analyse situationnelle. Il aime se jeter sur toutes les trajectoires. On parlait du nombre de ballons contrés, mais ce mec-là tacle sans arrêt pour contrer des trajectoires de tir qui arrivent à l'entrée de la surface ou dans la surface. Quand il a un numéro 9 classique, donc on a beaucoup évoqué après la finale de Ligue des Champions précédente de l'Inter contre Haaland, qu'il avait mis un peu dans sa poche, un peu beaucoup même. Quand il a un 9 classique avec un gros gabarit comme ça, les Haaland, les Lukaku, les Dovbyk, les Vlahovic, il adore ça parce qu'il adore le corps à corps, le duel physique. T'as l'impression que ses qualités sont exaltées avec ce type d'affrontement-là. Il aime beaucoup moins quand c'est un 9 qui dézone, qui occupe plusieurs zones sur le terrain et qui l'emmène et qui le sort de sa ligne de marquage. Mais sincèrement, moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est que j'ai le sentiment de revoir en lui des défenseurs des années 80, 90, 2000, début 2000 en Italie. Et aujourd'hui, quand je regarde toute la panoplie que nous offre le championnat italien de défenseurs centraux, je ne trouve plus ce profil-là. Et c'est en ça que c'est quasiment anachronique, mais c'est en ça aussi qui fait des différences parce que il y a plus beaucoup d'attaquants qui sont habitués à jouer contre ce type de défenseurs-là. Et on verra face à Ousmane Dembélé s'il parvient justement à faire valoir ses qualités de défenseur. Autre petite histoire de cette finale de Ligue des Champions entre l'Inter et le Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi, c'est un ancien interiste. On est à l'été 2020 et après 2 prêts concluants au Borussia Dortmund, Hakimi est transféré par le Real Madrid à l'Inter. Montant du transfert 40 millions d'euros. Hakimi signe pour 5 ans, mais il ne va rester qu'une seule saison. Une saison
réussi sous les ordres d'Antonio Conte dans un rôle de piston droit. Lolo, tu as regardé les stats, elles étaient impressionnantes à cette saison-là. Hein. Ouais, c'est tout bonnement sa saison la plus aboutie en club, hein, tout confondu, même Paris Saint-Germain confondu. 7 buts, 11 passes décisives, notamment à l'époque. Effectivement, si on fait le comparatif par rapport à toute sa carrière au Paris Saint-Germain, toute compétition confondue, on voit qu'il est décisif toutes les 261 minutes avec Paris, contre toutes les 201 minutes avec l'Inter, et même on a saucissonné par saison, et c'est toujours pareil, il n'y a toujours pas eu de saison aussi aboutie que celle qu'il a disputée sous le maillot de l'Inter. Après, c'est vrai qu'à l'époque, il arrive pour jouer dans un 3-5-2, celui d'Antonio Conte, donc piston droit, et à Paris, on va dire qu'il a été un peu ballotté, il a connu plusieurs entraîneurs, certains qui jouaient à 3 derrière, donc il le mettait en piston droit d'une défense à 5. Comme Christophe Galtier. Voilà, d'autres qui le mettent en latéral droit classique dans une défense à 4. Donc ça a peut-être aussi altéré un petit peu ces chiffres, hein, on va dire, dans le côté décisif, parce que c'est quelqu'un, on le sait, qui aime beaucoup prendre son côté, qui mange la ligne et qui est ultra efficace quand il arrive près des 30 derniers mètres. Ouais, et puis il est très impressionnant par sa vitesse de pointe, même si moi je trouve qu'il a encore des limites défensives. Johan, quel souvenir tu gardes de cette saison disputée par Achraf Hakimi sous le maillot de l'Inter? C'était extrêmement impressionnant. Il correspondait parfaitement évidemment au système d'Antonio Conte. Clairement, il volait sur son couloir. C'est un joueur qui en plus était très intéressant à la fois sur les deux typologies de construction de jeu qu'il pouvait avoir, c'est-à-dire soit la transition où sa pointe de vitesse faisait clairement des ravages, et avec des joueurs qui étaient habitués à jouer en une touche de balle au milieu de terrain, ou un Lukaku en appui, un Lautaro en appui, ça lui permettait de trouver beaucoup d'espace à droite, et à la fois sur de la construction un petit peu plus recherchée, un peu plus lente, sur des phases de possession plus longues. La qualité technique qu'il avait de gagner d'un contre un était assez phénoménale, la qualité de centre était excellente. Il a une qualité de tir aussi quand les défenses étaient regroupées, où lui, il pouvait avancer jusqu'aux 20 mètres, et quand tu lui laisses un petit peu d'espace avec la qualité de frappe qu'il avait, il pouvait aussi faire des différences. Donc c'était un peu le cheat code de l'Inter, au-delà de l'entente entre Lautaro et Lukaku. Pour le coup, c'était vraiment assez dingue entre eux deux. C'était l'autre force offensive de l'Inter. À gauche, selon les saisons, il y avait Ashley Young ou Ivan Perisic, notamment. Mais Hakimi, c'était... Si on prend les joueurs qui sont restés une seule saison en Italie, instinctivement comme ça, il y a 2 joueurs pour moi qui reviennent tout de suite. C'est Hakimi, et le deuxième pour moi, c'est Marquinhos. La seule saison qu'il a fait à la Roma, qui était assez impressionnante, et lui, il était vraiment très très jeune pour le coup, en arrivant du Brésil, dans une équipe qui tournait pas. Mais c'est pour moi les 2 joueurs qui, en une saison, ont fait des différences assez monstrueuses, qui sont devenus des éléments clés de leur club à chaque fois. Et le problème de l'Inter, c'est qu'il arrive à un moment où ils avaient de l'argent pour le récupérer, et tout de suite après, ça a été un peu compliqué, et ils ont dû le revendre parce qu'on avait besoin de plus-value du côté de l'Inter. Et c'est assez malheureux parce que je pense que Hakimi avait évidemment toutes les qualités pour faire plusieurs saisons à l'Inter, dans une Inter ambitieuse qui voulait aller loin en Ligue des Champions, qui voulait gagner tout aussi sur le territoire italien. Malheureusement, ça n'a plus duré qu'une saison à Milan. Et il a quand même été champion d'Italie d'ailleurs cette année-là, donc avec l'Inter d'Antonio Conte. Alors que pense-t-il, le Marocain, de ses retrouvailles avec certains de ses anciens coéquipiers à l'Inter, De Vrij, Darmian, Bastoni, Barella et Lautaro? Il a répondu à cette question, c'était juste après la qualification du PSG contre Arsenal. Je ne sais pas si c'est un rêve, mais c'est un moment spécial pour moi. J'ai passé d'incroyables moments pendant une saison à l'Inter. Ce sera spécial. Mais il faut que je me concentre sur mon club, faire mon travail. Et puis voilà, j'ai des grandes choses à faire avec le PSG. Regret peut-être aussi de l'avoir vu qu'une seule saison sous le maillot de l'Inter, Lolo. Évidemment, mais bon... Après, Yo l'a dit, hein, c'était les impératifs financiers. Encore une fois, tu ne pouvais pas le garder. Paris a mis, je crois, 63 ou 68 millions d'euros sur la table. On a fait le latéral droit le plus cher de l'histoire du football. Donc encore une fois, quand tu as un club comme le PSG qui a les moyens quasi illimités et qui met ça sur la table, et quand tu as un club comme l'Inter qui
certes, c'est pas non plus un club clochard, mais là, tu pouvais pas, par rapport à la situation de l'époque, avec les dirigeants de l'époque, tu pouvais pas dire non. Et du coup, voilà. Mais c'est sûr que par rapport au talent qu'il a et ce qu'il a montré après à Paris et même en équipe nationale, c'est vrai que ça reste un gros regret quand même. Très court, Johan, on lui trouve aussi des limites défensives en Italie où on est très exigeant sur ces qualités-là. Non, mais il y a quasiment plus un latéral qui sait défendre, donc on peut le dire pour Hakimi, mais pour beaucoup d'autres. Pour beaucoup d'autres, tu peux dire la même chose de Di Marco, tu peux dire la même chose de Dumfries, évidemment, si on reste simplement sur l'Inter, mais tu peux aller chercher d'autres joueurs dans d'autres clubs, et pas qu'en Italie d'ailleurs. Évidemment que c'est un prérequis quasiment quand tu arrives en Italie, mais simplement il faisait tellement de différence offensivement aussi, il était tellement parfait dans le système de Conte, et puis en plus tu avais des mécanismes pour pallier à ces difficultés, à ces difficultés défensives, à ces quelques soucis défensifs. Tu avais un système mis en place par Conte qui faisait que, bon an mal an, tu t'y retrouvais parce que les pistons étaient tellement offensifs et t'apportaient tellement dans les phases de transition ou en construction du jeu un peu lent contre des blocs bas que finalement tu acceptais quelque part cette part de risque. Donc oui, on lui trouve toujours ces trucs-là, mais tu peux dire la même chose d'Alexander Arnold si on part sur d'autres pays, tu peux dire la même chose de pas mal de défenseurs finalement, de latéraux en tout cas. Hakimi fait simplement partie de cette nouvelle génération où le poste de latéral, c'est pas qu'il a changé, c'est qu'on a demandé beaucoup plus à ces joueurs-là de participer beaucoup plus dans le jeu, et donc forcément, défensivement, c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'était les petites histoires de cette finale de la Ligue des Champions entre l'Inter et le Paris Saint-Germain. Donnarumma, Acerbi, Hakimi qu'on retrouvera évidemment à l'Allianz Arena pour cette grande finale. Ce sera un match évidemment à vivre en direct en intégralité sur les antennes de RMC. Merci Johan, merci Lolo et on se retrouve très vite pour un nouvel After Italy. Ciao. RMC After Italy.